Cette grande leçon consacrée à la discrimination et à la gestion de l'égalité et de la diversité a débuté avec le documentaire de Radio-Canada, La leçon de discrimination, suivi d'une trentaine d'entretiens répartis en 3 volets. Avec Richard Bourris, nous avons souhaité construire ce programme pour vous offrir un ensemble de ressources pour vous aider à comprendre ces phénomènes, mais aussi proposer des pistes d'action pour réduire les inégalités de traitement et favoriser l'inclusion et le respect des différences. Le documentaire et les entretiens réalisés avec les psychologues sociaux dans le cadre du premier volet ont mis l'accent sur la catégorisation sociale, les stéréotypes et les préjugés pour expliquer la discrimination. Ce processus dont nous sommes porteurs permet d'expliquer pourquoi chacun de nous, sous certaines conditions, peut être amené à discriminer quelqu'un. Cette prise de conscience du potentiel discriminant, voire discriminatoire chez chacun de nous, constitue le premier niveau de toute intervention visant à réduire la discrimination. Dans les 2 volets suivants, nous sommes allés à la rencontre de chercheurs d'autres disciplines, des sociologues, des juristes ou encore des gestionnaires, et de professionnels de différents domaines, du domaine de l'école dans le 2e volet ou de l'entreprise dans le 3e. Ces entretiens ont mis en évidence l'ampleur et la forme des inégalités liées à l'origine, mais aussi au sexe, à l'âge, au handicap ou encore à l'orientation sexuelle. Ces entretiens ont permis d'observer les conditions historiques, sociétales ou encore organisationnelles dans lesquelles se déroulent les discriminations et les enjeux de société qui en découlent en Europe, en France ou encore au Canada. Tout au long de cette grande leçon, dans les 3 volets, ces chercheurs et ces professionnels ont montré l'effet de la discrimination, la façon d'y faire face, et la plupart d'entre eux ont proposé des pistes pour réduire la discrimination. Les psychologues sociaux ont insisté sur le rôle du contexte, par exemple à propos de l'orientation de dominance sociale et la nécessité donc de réduire cette croyance ou bien fondée des inégalités entre les groupes sociaux. Ils ont également parlé de la pertinence du contact entre les groupes sociaux, tenter de les rapprocher, et mieux encore quand un but commun se dégage. Du côté de la sociologie ou du droit, on aura pu observer la pertinence de certaines politiques européennes, mais aussi nationales, ou de certaines lois en matière de non-discrimination et concernant le principe d'égalité. Les gestionnaires ont été les plus nombreux à parler de la notion de diversité, à propos de labels, de chartes, mais surtout concernant le management de la diversité. L'usage de la diversité est plus récent. Et la diversité apparaît comme un des leviers de réduction de la discrimination, sous certaines conditions, qui restent néanmoins à étudier. Dans les 3 volets de cette grande leçon, ces chercheurs et ces professionnels ont fait un usage différencié de 3 termes qui reviennent tout au long de ces entretiens et que l'on peut résumer par l'acronyme ENDD, égalité, non-discrimination, diversité. Les psychologues sociaux ont parlé le plus fréquemment de discrimination, une notion qu'ils ont mieux conceptualisée que celle de diversité ou d'égalité. Les sociologues tentent d'articuler ces 3 notions, le plus souvent de façon critique, et les juristes évitent la notion de diversité que les gestionnaires privilégient. Cet usage différencié de cette terminologie UNDD se retrouve également dans les secteurs professionnels ou les différents domaines. Dans le domaine de l'école, on va privilégier la notion d'égalité pour lutter contre les discriminations. C'est également le cas dans les collectivités locales, alors que dans les entreprises, on privilégiera la notion de diversité. Les objectifs sont les mêmes. Il s'agit de réduire les inégalités de traitement, de favoriser l'inclusion et le respect des différences, mais les moyens d'atteindre ces objectifs diffèrent, en particulier dans l'usage de la terminologie ENDD. La compétence en gestion de l'égalité, de la non-discrimination et de la diversité s'acquiert. L'intuition,
où le bon sens est souvent trompeur en matière de non-discrimination. Pour lutter efficacement contre les inégalités de traitement, pour favoriser l'inclusion et le respect des différences, il est nécessaire de se former afin de devenir un professionnel compétent. Les formations dans ce domaine se sont multipliées ces dernières années. Certaines insistent sur la diversité, d'autres sur la non-discrimination ou encore l'égalité, ou d'autres encore englobent ces trois approches. Mais la question de l'effet de ces interventions sur la réduction des discriminations reste à étudier et constitue un enjeu majeur de la recherche. Nous avons souhaité terminer cette grande leçon avec Louis Schweitzer. Louis Schweitzer nous a reçus quelques mois avant de quitter la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, une institution dont il a été le premier président. Depuis le 29 mars 2011, la HALD n'existe plus et ses missions ont été confiées aux défenseurs des droits. Dans cet entretien, Louis Schweitzer revient sur la création de cette première institution française dédiée à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité. Il en explique également son fonctionnement, ses missions et évoque son bilan. La leçon de discrimination, c'est un film très étrange, parce qu'à la fois, c'est des enfants très amicaux, très sympathiques, et puis c'est quelque chose de tout à fait effrayant. On voit des gosses, je ne sais plus s'ils ont 10 ou 11 ans, qui se fabriquent des préjugés en une demi-journée, qui habitent soit du côté dominant, soit du côté dominé, alternativement, des préjugés. Et donc, ce qu'il y a d'effrayant dans la leçon de discrimination, c'est qu'on voit la vitesse à laquelle un préjugé s'établit. Alors, comme c'est totalement artificiel et comme on le démonte très vite, ça finit bien d'une façon. Mais on voit des enfants qui pleurent. Et on sait très bien que dans la vie réelle, ce qui est artificiel là se présente tout le temps. La discrimination liée à l'origine, la discrimination liée à l'orientation sexuelle. Et là, on voit bien les enfants que la maîtresse consolait à la fin de la journée en disant que la discrimination, c'était un jeu. Dans la réalité, ce n'est pas un jeu. Alors, cette école, moi, je la trouve merveilleuse parce que elle montre à quel point les préjugés sont stupides. Est-ce que la leçon sera entendue par tous? Ça, c'est une question ouverte. La HALD, c'est la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. C'est une institution qui a été créée par une loi française au 30 décembre 2004. Et la HALD a une double origine. D'abord, une origine française. Il apparaissait depuis plusieurs années, il y avait eu des groupes de travail sur ce sujet, qu'il était nécessaire d'avoir, si l'on voulait lutter effectivement contre les discriminations, une institution spécialisée pour cela. Qu'il ne suffisait pas d'avoir des tribunaux, des services de l'État pour lutter efficacement contre les discriminations en France. La seconde origine de la HALD est une origine européenne. L'Europe intervient notamment dans le champ des discriminations et de l'égalité et il y a des directives européennes qui invitent tous les États membres de l'Union européenne à mettre en place chez eux une autorité indépendante pour lutter contre les discriminations. Si une directive européenne prévoit que tous les pays européens doivent mettre en place une autorité de lutte contre les discriminations, la situation est très différente d'un pays à l'autre. Le pays le plus avancé est sans doute la Grande-Bretagne, qui a créé une autorité indépendante de lutte contre le racisme dès 1976. Et puis, depuis, cette autorité est devenue compétente sur l'ensemble des critères de discrimination. Il y a aussi des autorités assez avancées en Belgique et aux Pays-Bas. Il y a d'autres pays où de telles autorités n'existent pas encore. Je pense à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie. Donc des situations très différentes. La France est, vis-à-vis de l'Europe, dans une position honorable. La HALD a moins de ressources, moins de moyens que les autorités britanniques et belges.
Elle a beaucoup plus de ressources et de moyens que d'autorités d'autres pays, je pense à des pays d'Europe centrale. Qu'est-ce qui caractérise la HALDE? C'est le fait qu'on lui a donné compétence contre toutes les discriminations dans tous les domaines. Autrement dit, les autorités françaises ont considéré, à juste titre à mes yeux, que le combat contre les discriminations était un combat global, que le mécanisme des discriminations était le même dans toutes les discriminations. Des préjugés, des différences de comportement qui se traduisaient au bout du compte par une discrimination, c'est-à-dire une différence de traitement. Et donc que l'approche des discriminations devait être confiée à une autorité spécialisée, mais une autorité spécialisée qui traiterait toutes les discriminations. La HALDE est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante. Cela veut dire que c'est une autorité d'État, ce n'est pas une ONG, c'est une autorité d'État, mais c'est une autorité qui ne rend compte à personne. Elle n'obéit pas à un ministre, au Premier ministre ou au Président de la République. Elle est dirigée par un collège de 11 personnalités qui sont nommées pour 5 ans non renouvelables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les renvoyer et qu'elles ne peuvent pas non plus espérer un nouveau mandat. Elles sont totalement indépendantes. Les ressources de la HALDE proviennent du budget de l'État. Elles sont de l'ordre de 11 millions d'euros par an. Les moyens de la HALDE, c'est d'abord une équipe d'une petite centaine de personnes au siège de la HALDE, soutenue par un réseau de correspondants locaux. Que font ces personnes? 2 missions, comme le nom de la HALDE l'indique. La lutte contre les discriminations, la lutte pour l'égalité. En effet, l'objectif, c'est bien d'assurer une égalité réelle des chances. Et pour cela, il ne faut pas seulement éviter des obstacles, éviter que, par exemple, quelqu'un de très qualifié soit écarté d'un recrutement à cause de la couleur de sa peau. Il faut aussi s'assurer que l'égalité des chances soit réelle. Par exemple, s'assurer qu'un enfant qui est issu d'une famille défavorisée a les mêmes chances de réussite scolaire qu'un enfant issu de parents d'enseignants. Il est important de noter que la lutte contre les discriminations et la lutte pour l'égalité sont liées. On les distingue parce que ce sont 2 missions qui prennent des formes différentes, mais il est très important que la lutte pour l'égalité soit fondée sur une perception de la réalité des problèmes. Il faut éviter d'aller dans des messages généraux qui n'auraient pas de portée. Et la réalité des problèmes, la HALDE la connaît parce qu'elle reçoit les réclamations des victimes de discrimination. C'est même son premier métier. Le premier métier de la HALDE, c'est de recevoir les réclamations de toutes les personnes qui s'estiment victimes de discrimination. Au cours de l'année 2009, la HALDE aura reçu plus de 10 000 réclamations qui lui sont adressées soit par lettre, soit par Internet, soit par le canal des correspondants locaux. Ces réclamations, du point de vue de l'intéressé, c'est gratuit. Ça n'engage à rien et c'est essentiel que ce soit simple, que ce soit gratuit, si on veut que des personnes qui souvent sont victimes de difficultés puissent saisir la HALDE. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Une personne écrit à la HALDE. Elle indique, par exemple, qu'elle s'est vue refuser l'accès à un logement et qu'elle pense que c'est à cause de la couleur de sa peau. À ce moment-là, la HALDE, d'abord, systématiquement, accuse réception à cette personne, lui dit « Nous avons bien reçu votre réclamation et nous allons l'étudier ». Ensuite, comme dans ce cas, il semble bien qu'il y a des éléments d'une discrimination, la HALDE fera une enquête. Elle demandera des éléments complémentaires à la personne qui l'a saisie, et puis elle s'orienta vers la personne mise en cause, qui, dans ce cas précis, est la personne qui aurait refusé le logement. Et elle essayera de savoir d'abord si on peut identifier cette personne, si cette personne a quelque chose à dire, si on peut
isoler une responsabilité. Et sur la base de son enquête, on prendra une orientation. Ça peut être de dire, bon, il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas eu de discrimination, et on informe qu'il n'y a pas en l'espèce de discrimination, et on informe la personne qui nous a réclamé. Ça peut être une procédure amiable. Le fait qu'on rapproche les parties permet de résoudre le problème. Ça peut être ce qu'on appelle un rappel à la loi. On dit à la personne qui a commis cela que c'est un délit, que c'est quelque chose de grave et qu'il faut l'éviter. Allant plus loin, nous pouvons aller au pénal, c'est-à-dire soit faire nous une transaction pénale, infliger une amende à celui qui a commis la discrimination, faire indemniser la victime, ou saisir le procureur de la République si ça nous paraît vraiment grave. Enfin, et nous le faisons souvent, nous pouvons intervenir devant les tribunaux. Très souvent, notamment en matière d'emploi, celui qui est victime de discrimination saisit les prud'hommes, saisit les tribunaux. Et la plupart des tribunaux n'ont pas une très grande expertise en matière de discrimination. Ils ne voient pas passer très souvent des dossiers de discrimination. La HALD a une expertise unique en France, parce qu'on traite 10 000 dossiers de discrimination par an. On est des experts en discrimination. Et donc, notre intervention devant les tribunaux permet d'éclairer les tribunaux, de faire que ceux-ci prennent des bonnes décisions et de construire une jurisprudence, c'est-à-dire une application du droit au cas des discriminations. Et d'ailleurs, quand la HALD intervient devant les tribunaux, nous gagnons dans plus de 80% des cas. Donc, la HALD est une assistance puissante des victimes. Mais quand nous intervenons là, souvent ça peut être un cas particulier. Une personne qui a un problème que nous résolvons. Assez souvent aussi, ce cas fait apparaître un problème plus général. Prenons un exemple. Une personne voit des allocations familiales refusées à ses enfants parce que les conditions d'entrée en France de ses enfants ne répondent pas à certaines règles. C'est un cas réel, concret pour ces personnes, mais ça nous conduit à regarder la loi qu'on applique en France et on constate que, effectivement, la loi discrimine contre certains enfants. Et donc, là, à partir d'un cas particulier, nous faisons une recommandation générale. La HALD existe concrètement depuis mars 2005. La loi a été votée fin 2004, mais il fallait mettre en place l'institution, nommer le collège, et donc la HALD existe depuis mars 2005. Le premier enjeu de la HALD, c'était de faire connaître son existence. Si on veut que les victimes de discrimination saisissent la HALD, il faut que ces victimes sachent qu'elles peuvent s'adresser à la HALD. Si on veut que quand la HALD s'exprime, elle soit entendue, il faut qu'elle ait une notoriété. Si la HALD n'est pas connue, au fond, quand elle parle, peu de gens l'écouteront. Donc le premier point, c'était d'établir la notoriété, la reconnaissance de la HALD. Et aujourd'hui, je crois qu'on a fait de vrais progrès. Quand on interroge les personnes, plus de la moitié des Français, 51% des résidents de France exactement, savent que la HALD existe. Et le taux d'approbation, les gens qui disent la HALD est utile, c'est supérieur à 90%, la HALD est efficace, c'est supérieur à 80%. Je ne cite pas ces chiffres pour faire plaisir, mais pour montrer qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande d'un organisme d'intervention dans ce domaine. Alors, qu'a fait la HALD en s'appuyant sur cette notoriété? Elle est, comme je l'ai dit, intervenue devant les tribunaux. Elle a obtenu des vraies satisfactions. Par exemple, une femme qui avait été licenciée alors qu'elle était enceinte, sous un mauvais prétexte, a obtenu, grâce à la HALD, 200 000 € d'indemnité. Donc, la HALD a résolu des problèmes concrets. Mais la HALD ne s'est pas tenue simplement à aider les gens à résoudre des problèmes concrets. Dès la première année, nous avons
j'ai écrit à 150 plus grandes entreprises françaises. Et je leur ai écrit pour leur dire, je souhaite savoir ce que vous faites, vous, chez vous, pour lutter contre les discriminations et lutter pour l'égalité. Et nous rendrons public la liste des entreprises qui ont répondu et qui n'ont pas répondu. Et tous les ans, nous réinterrogeons les entreprises. Maintenant, 250 par an, nous avons élargi le cercle. Et qu'est-ce qu'on apprend là? On voit bien sûr que les entreprises sont à des niveaux divers d'avancement. On voit une chose évidente, c'est qu'aucune entreprise n'est favorable à la discrimination. Mais qu'il ne suffit pas de dire « je suis contre la discrimination » pour que la discrimination recule et que l'égalité progresse. Il faut que les entreprises mettent en œuvre des politiques concrètes si elles veulent éliminer la discrimination chez elles, qu'elles assurent une vraie égalité des chances. Par exemple, qu'elles mettent en place des CV anonymes. Et nous diffusons auprès de toutes les entreprises les meilleures pratiques des entreprises que nous interrogeons. C'est-à-dire quand une entreprise nous dit « voilà, je fais telle chose et ça marche ». Nous disons dans nos documents, sur notre site internet, alde.fr, dans des livrets, voilà, telle entreprise fait telle chose et ça marche. Ça change les choses. Par exemple, certaines entreprises font ce qu'on appelle de l'autotest. C'est-à-dire que la direction générale de l'entreprise vérifie que ces recruteurs, qui peuvent être dans la France entière, ne discriminent pas. Elle envoie des CV, par exemple, de personnes ayant un nom d'origine étrangère, puis de personnes ayant un nom d'origine française, pour voir si les taux de succès à diplôme égal, elles-mêmes, si les uns obtiennent aussi souvent un rendez-vous d'embauche que l'autre. Et cela force tous les recruteurs de l'entreprise à ne pas discriminer. Donc c'est un exemple de bonne pratique. Et la HALDE, de façon systématique, a diffusé ces bonnes pratiques. Et je crois qu'on peut le dire, l'intervention de la HALDE dans ce domaine, auprès des grandes entreprises, mais aussi auprès du MEDEF, aussi auprès des organisations professionnelles, a fait qu'il y a eu une prise de conscience de la nécessité de lutter contre les discriminations et une prise de conscience que l'inaction ne suffisait pas. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de dire « je ne veux pas discriminer » pour que la discrimination n'ait pas lieu. Nous mesurons le nombre de réclamations que nous recevons par critère. Et ce qui me frappe, c'est que depuis la création de la HALDE, nous recevons chaque année plus de réclamations. La première année, nous en avons reçu 1500. En 2009, on est à 10 000. Donc une croissance très forte. La proportion des différents critères dans le total n'a pas changé. Sur 100 réclamations reçues, 30 portent sur l'origine, 20 ont pour cause la santé et le handicap, 5 ou 6 le sexe, 5 ou 6 l'âge, 5 ou 6 l'activité syndicale, les autres critères venant ensuite, et puis une vingtaine de réclamations n'évoquent pas de critères particuliers, d'ailleurs sont souvent infondés. Donc, premier critère origine, second critère santé, handicap. Dans la perception publique, tous les critères n'ont pas la même valeur. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de discriminer selon l'origine. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Beaucoup de gens, en revanche, ignorent ou n'hésitent pas à discriminer, et ignorent qu'il est interdit de discriminer en fonction de l'âge, de l'apparence physique ou du sexe. Au fond, on voit des employeurs qui disent « mais oui, moi je cherche par exemple quelqu'un pour être mon assistant personnel, et donc je cherche une femme de moins de 30 ans, d'aspect agréable. » Bon, 3 critères de discrimination d'un coup. Donc, il y a des niveaux différents de pédagogie. Les règles juridiques ne sont pas non plus exactement les mêmes selon les critères. Ça nous emmènerait peut-être un peu trop loin, mais par exemple, dans certains cas, on a le droit
en application de la loi, de discriminer sur le critère de l'âge, de prendre des mesures en faveur des jeunes ou en faveur des seniors. On n'a en aucun cas le droit de discriminer sur le critère de l'origine. La situation des personnes handicapées est particulière puisque celles-ci bénéficient en principe d'un quota d'embauche et que l'employeur n'est pas seulement tenu de leur proposer un emploi, mais est tenu aussi de proposer des aménagements permettant à ces personnes handicapées d'exercer effectivement leur emploi. La HALD s'est fixé, dès sa création, 3 priorités en matière de domaine. 3 priorités parce que ça lui paraissait les 3 sujets essentiels pour définir la place des personnes dans la société. L'emploi, le logement et l'éducation. L'emploi et le logement sont des domaines où les tests montrent que la discrimination est fréquente. L'éducation, c'est un problème de nature tout à fait différente. Nous avons été peu saisis de cas de discrimination dans le domaine de l'éducation. Les cas les plus fréquents dont nous avons été saisis sont des cas de discrimination dont sont victimes des enfants handicapés ou ayant des problèmes de santé. En revanche, l'éducation est le lieu, normalement, si tout se passe bien, où on fabrique l'égalité des chances, où on lutte contre les préjugés, où on évite que se constituent des habitudes, des manières de voir qui créeront des discriminations futures et où on fait que tous les enfants, c'est ce qu'on appelle la méritocratie républicaine, on pourra y revenir, ont des chances égales de réussite dans la vie s'ils ont les capacités de réussir et la volonté de réussir. Et là, le constat que nous avons fait, c'est qu'on ne discrimine pas beaucoup à l'école, sauf dans un domaine, j'y reviendrai, mais que l'égalité des chances n'est pas vraiment assurée, n'est pas aussi bien assurée qu'elle le devrait. Il y a un domaine de discrimination que je voudrais évoquer, qu'on retrouve à l'école. C'est celui de la discrimination liée à l'orientation sexuelle. Pourquoi ? Il y a une forme particulière de discrimination qu'on appelle le harcèlement discriminatoire. C'est quoi? C'est de se moquer, de maltraiter quelqu'un de façon à l'humilier pour un motif discriminatoire. Or, on sait que dans les cours des lycées et collèges, eh bien, un enfant qui a une orientation sexuelle différente de la majorité se heurte souvent à un harcèlement discriminatoire de la part de ses camarades. Et ce qu'on constatait, c'est que ni les enfants, ni les enseignants n'étaient formés à lutter contre ces préjugés et contre ce harcèlement discriminatoire. Donc, là, il y a un domaine spécifique d'action pour lutter contre le harcèlement discriminatoire lié à l'orientation sexuelle à l'école. Mais le sujet principal que nous avons à l'école, c'est lutter contre les préjugés, assurer l'égalité des chances. Lutter contre les préjugés, on a fait une étude sur les manuels scolaires. Alors, les manuels scolaires ne disent jamais discriminer, mais au fond, ils sont souvent à l'image d'une société qui discriminait, où les femmes n'ont pas, par exemple, le même rôle professionnel que les maris, où le partage des tâches entre hommes et femmes n'est pas ce qu'il devrait être, où la vision de la personne handicapée n'est pas la vision d'une personne normale, d'une vraie personne, mais la vision de quelqu'un qui est simplement en position d'être assisté. Donc, des visions qui, au fond, encouragent les préjugés. On n'essaye pas de donner des préjugés aux enfants, mais on ne cherche pas à les corriger, à leur faire montrer un monde auquel on voudrait qu'ils adhèrent. Et puis, donc ça c'est l'aspect éviter l'apparition de préjugés. Et puis, il y a un autre domaine, c'est assurer l'égalité des chances. On le sait tous,
le taux de réussite aux examens, le taux d'accès aux classes préparatoires n'est pas le même selon que vous êtes enfant de la bourgeoisie ou enfant d'une famille modeste. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes selon que vous êtes 4 dans une pièce avec une télé qui marche pour faire vos devoirs le soir ou que vous avez une chambre où vous êtes seul sous réserve de l'assistance de votre parent, de vos professeurs. La situation n'est pas la même en matière d'orientation scolaire selon que vous êtes un garçon ou une fille, selon que vous êtes de milieu modeste ou de milieu aisé. Et il faut que l'éducation devienne une fabrique d'égalité des chances. Et là, il y a beaucoup à faire. Nous faisons, dans ce domaine, par exemple, des actions de formation avec le ministère de l'Éducation nationale pour justement faire de l'égalité des chances, qui est au cœur de l'école de la République, quelque chose qui ne soit pas seulement invoqué, mais quelque chose qui soit effectivement mis en œuvre. L'accès au stage, c'est un point qui est à la rencontre de la formation et de l'emploi. C'est un élément important de la formation. Il y a de plus en plus de formations qui font appel à des stages en cours de formation ou même des formations explicitement en alternance. Et d'un autre côté, les stages sont accordés par des employeurs. Et donc, au niveau du stage, on voit, comme dans tous les recrutements, de la discrimination. On n'a pas mesuré effectivement, mais on le sait de façon visible, que un enfant appartenant à une minorité, un adolescent appartenant à une minorité venant d'un quartier en difficulté, aura beaucoup plus de mal à trouver un stage qu'un enfant plus favorisé. Ça peut résulter des préjugés de l'employeur, un employeur qui écarte quelqu'un parce qu'il vient de tel quartier. Ça peut provenir aussi de l'absence de réseau qu'a l'enfant. Très souvent, les entreprises réservent les stages aux enfants du personnel. Si vous avez des parents qui travaillent dans une grande entreprise, dans une administration, l'administration ou l'entreprise ouvrira les bras à votre enfant. Si vous ne connaissez personne, vous ne trouverez rien. Donc là, ce n'est pas directement de la discrimination, c'est simplement le constat que si vous ne connaissez personne, vous ne saurez pas où aller. Alors, depuis le début, la HALD a fait une première chose, c'est qu'elle a dit la règle qui consiste, dans beaucoup d'entreprises et dans les administrations, à réserver les stages aux enfants du personnel est une règle discriminante. Et nous essayons d'éviter que cette règle ne persiste. Je crois qu'on a fait les progrès, mais ça ne suffit pas. Il y a une autre étape, mais là que nous n'avons pas encore obtenue, mais qu'il faut obtenir si on veut réussir, c'est que tout ou partie des stages ne soit pas directement donné par l'entreprise aux élèves, mais soit proposé par les entreprises ou les employeurs à des établissements scolaires. Et que ce soit l'établissement scolaire qui propose des stages à ces élèves qui cherchent des stages. Je dis établissement scolaire, ça peut aussi être une université ou une école, une grande école. De cette façon, l'établissement scolaire peut corriger cette inégalité, éviter que la réussite du stage dépende des réseaux de l'élève. Mais ça implique un contact, une coopération, une confiance entre l'établissement d'enseignement et les employeurs. Et je pense que le développement de ces contacts, c'est une bonne chose. Mais disons-le, aujourd'hui, ce n'est pas très répandu et en tout cas pas systématique. Le sujet religieux peut venir devant la HALD de deux façons. Quelquefois, c'est un critère de discrimination pur et simple associé au critère de l'origine. Quand, par exemple, des gens discriminent, entre guillemets, contre les Arabes, il y a à la fois une dimension liée à l'origine
et une dimension liée à la religion. Et là, c'est un critère de discrimination qui n'appelle aucun commentaire particulier. C'est aussi répréhensible que tout autre critère de discrimination. Il y a un sujet difficile, quelquefois, qui est l'articulation entre la pratique religieuse et le travail. À l'école, les règles sont simples. Dans l'école publique, les professeurs, pas plus que tout enseignement, les professeurs, pas plus que tout fonctionnaire, n'a le droit de porter un signe religieux, et les professeurs, comme tous les fonctionnaires, doivent montrer une neutralité absolue en termes religieux. C'est le principe de la laïcité. Les fonctionnaires de la République ne prennent pas parti sur les questions religieuses. Les élèves ne doivent pas porter des signes ostensibles dans l'enseignement primaire et secondaire. Il y a là des règles simples. Alors il peut y avoir des débats en marge. Est-ce que, par exemple, une mère qui porte un voile peut faire de l'accompagnement scolaire des enfants, et notamment de ses enfants, dans des sorties scolaires? De l'avis de la halte, la réponse est oui, parce que la mère n'est pas un fonctionnaire d'État ou un agent public. Il y a aussi des problèmes dans l'entreprise. La règle, le principe, c'est que puisque le port d'un signe religieux n'est pas interdit, il est permis. Le principe de la loi française, c'est que ce qui est interdit n'est pas interdit et permis. En revanche, il y a à cela des limites. Par exemple, les règles de sécurité peuvent interdire le port de certains vêtements qui sont peu compatibles avec la sécurité. Il peut y avoir obligation d'avoir un uniforme dans certains cas. Et il faut adapter les règles pour ça. Il y a souvent de la restauration sur le lieu de travail ou sur le lieu d'enseignement. Il y a des règles religieuses en matière de restauration. Il faut donc trouver un équilibre entre, disons, les demandes de certains et puis la règle commune. Il y a quelquefois des règles religieuses qui peuvent poser un problème particulier. Par exemple, le respect du Shabbat, dans le cas de la religion juive, peut entrer en conflit avec des obligations professionnelles ou avec des obligations scolaires. Là aussi, on cherche des aménagements. Mais le principe demeure celui de la neutralité religieuse en ce qui concerne l'État et à la fois de la tolérance, mais de l'interdiction du prosélytisme en ce qui concerne le lieu de travail privé. Le point de départ, c'est que dans les différents États, et même dans les différents États démocratiques, la position de la religion n'est pas la même. Dans un pays comme la Suède, il y a une religion d'État. Dans les différents États fédérés allemands, il y a des États catholiques, des États protestants. En Grande-Bretagne, il y a une église d'État. Donc, il y a des États où la religion, des pays où la religion est beaucoup plus présente qu'en France. En France, la règle, c'est la séparation de l'Église et de l'État, et c'est le principe de laïcité républicaine. Je crois pour ma part que c'est un très bon principe. Et je pense que ce principe de laïcité à la française est un principe qui permet d'assurer effectivement l'égalité des gens appartenant à des religions différentes. Parce que, de fait, il y a toujours des religions majoritaires et des religions minoritaires. Et on voit que chaque fois qu'il y a une religion majoritaire, reconnue comme telle, reconnue en tant que religion majoritaire, c'était le cas de la France sous le Concordat, l'égalité des religions minoritaires est plus difficile à assurer. Prenons l'exemple de l'Alsace-Lorraine, il y a 3 religions établies. La religion islamique, elle ne l'est pas. Et donc on a une inégalité entre les religions établies, la protestante, la catholique, la juive, et la religion musulmane. En revanche, dans le système français laïque, il n'y a pas cette inégalité des religions.
Mais indépendamment même de ce concept de laïcité ou d'absence de laïcité, le niveau de reconnaissance des religions peut varier selon les pays. Prenons un exemple concret. Les Sikhs, vous le savez, portent, quand ils sont hommes, un turban et un poignard à la ceinture. En France, on dit, quand vous allez à moto, il faut porter un casque. Et c'est pour votre sécurité, donc il faut enlever votre turban. En Grande-Bretagne, on dispense les Sikhs de porter un casque à moto, même si c'est dangereux pour eux, parce qu'on considère que le respect de leur religion est aussi important que le respect de leur sécurité. Au Canada, on a autorisé, sous certaines contraintes, les enfants sikhs à porter un poignard à la taille pour aller en classe. En France, il est évident qu'on ne le leur permettrait pas. Et donc, il y a d'un pays à l'autre des différences d'appréciation, et c'est vraiment une affaire d'appréciation, entre l'équilibre entre les obligations religieuses et les contraintes ou les règles liées à la vie en société. Je distingue 3 modèles. Il y a un modèle assimilationniste. Le modèle assimilationniste, ça consiste au fond à apprendre à tous les enfants des écoles qui commencent par nos ancêtres, les Gaulois. C'est-à-dire que tous ceux qui arrivent sont obligés ou doivent ressembler au groupe majoritaire. Ils doivent s'assimiler, se dissoudre dans le groupe majoritaire. C'est une approche que la France a eue pendant beaucoup d'années et qui a permis d'ailleurs d'intégrer un certain nombre de vagues immigrantes. Ça n'a pas été du tout, par exemple, l'approche des États-Unis ou du Canada qui ont au contraire permis aux vagues immigrantes de conserver des éléments de leur culture d'origine. Il y a à l'autre bout de l'exemple assimilationniste qui, je pense, ne convient plus au mode d'aujourd'hui, un modèle qu'on appelle le modèle multiculturaliste. C'est le modèle britannique et à un moindre degré le modèle canadien. Quelle est l'idée de ce modèle? C'est que dans des pays d'immigration, les arrivants gardent très largement leur culture propre, se constituent souvent de fait en communauté, gardant leur langue, quelquefois leurs règles d'organisation interne, et se mélangeant très peu à la population locale. C'est le modèle, par exemple, qu'ont promu pendant longtemps les Néerlandais. Il y avait des communautés qui cohabitaient de façon pacifique sur un territoire. La communauté majoritaire et des communautés minoritaires. C'était le modèle britannique. L'expérience a montré que ces modèles emportaient une dynamique négative. C'est-à-dire que ces différentes communautés ne se mélangeaient pas entre elles, ne se mariaient pas entre elles. Les amitiés se faisaient au sein d'une communauté. Et donc, cette cohabitation devenait de plus en plus distante et la fabrique, le tissu national, tend à se déliter. Et ceci, je le crois, est mauvais. Il y a eu une prise de conscience de cela en Grande-Bretagne récemment. Il y a une prise de conscience de même nature aux Pays-Bas ou au Danemark sur les risques d'un système où les gens ne vivent pas vraiment ensemble, mais vivent côte à côte et pas ensemble. Et donc, ma conviction, c'est que le bon modèle est un troisième modèle, situé entre les deux autres, que j'appelle le modèle d'intégration. Le modèle d'intégration ne force personne à renoncer à ce qu'il est. Mais l'ambition, c'est que le pays, la France, s'enrichisse de la diversité des apports qu'il reçoit. La France, depuis des décennies, des siècles, reçoit des gens venant de tous les endroits du monde, et c'est un extraordinaire enrichissement de la France, mais que les cultures arrivantes ne se perdent pas,
mais qu'on assure un métissage qui fasse que les gens ne vivent pas seulement côte à côte, en communautés distinctes, mais ensemble, que des relations s'établissent. Parce que c'est comme cela que les préjugés tombent et que les liens s'établissent. D'ailleurs, quand on regarde dans l'histoire, quand on voulait rapprocher des peuples, qu'est-ce qu'on faisait? On organisait des mariages, on organisait des relations entre eux. C'est la seule façon de créer du lien. Et je crois que l'ambition qu'on doit avoir, et c'est l'ambition du modèle français, c'est de renforcer ce lien. Je voudrais parler du mot de diversité. C'est un mot qui veut souvent dire des choses très diverses. Quand dans un groupe où il n'y avait que des hommes, entre une femme, on dit la diversité entre. Quand dans un groupe où il n'y avait que des personnes d'origine européenne, entre une personne d'origine africaine, on dit c'est de la diversité. Ce mot est risqué dans la mesure où on a l'air de dire les femmes sont intrinsèquement différentes des hommes ou les personnes d'origine africaine sont intrinsèquement différentes des gens d'origine européenne. Je ne crois pas que c'est vrai. En revanche, ce que je sais, c'est ma conviction que les femmes sont aussi compétentes que les hommes et que les personnes africaines sont aussi compétentes que les personnes d'origine européenne. Et donc, si dans un groupe de dirigeants, par exemple, je ne vois pas beaucoup de femmes, je ne vois pas de personnes africaines, je dis, il n'y a pas eu de véritable égalité des chances. Si l'égalité des chances avait été réelle, je verrais à peu près moitié de femmes. Je verrais un nombre significatif de personnes qui sont d'origine extra-européenne, parce qu'il y a un nombre significatif de ces personnes en France. Il ne s'agit pas de faire des quotas, mais il s'agit de partir du constat que si on ne retrouve pas dans un groupe de gens, par exemple, qui ont un emploi important, les proportions qu'on trouve dans le pays, quelque part l'égalité des chances n'a pas fonctionné et qu'il faut agir pour faire que l'égalité des chances réelle. Est-ce que ça veut dire la discrimination positive? C'est quoi la discrimination positive? C'est de dire on ne prend pas en compte le mérite, on prend en compte le critère. Le sexe, l'âge, l'origine. Bon. Ce n'est pas la bonne méthode à mes yeux, sauf dans des cas très spécifiques. On a évoqué celui des personnes handicapées, par exemple. Mais, en revanche, je crois à l'action positive. L'action positive, ça ne consiste pas à dire « je vous prends pour tel critère ». Ça consiste à s'assurer que l'égalité des chances, ce n'est pas seulement théorique, elle est réelle. Par exemple, la première action positive, c'est d'accorder des bourses aux enfants de familles modestes. Mais ça va bien au-delà. Ça va, par exemple, jusqu'à donner des heures supplémentaires d'enseignement à ceux qui n'ont pas d'enseignement à la maison. Ça va jusqu'à faire des classes spécifiques de mise à niveau pour que, au moment du concours, tout le monde soit dans la même position. Ça va, par exemple, à ce que fait Sciences Po Paris, à faire une voie d'accès particulière à l'école, étant observé qu'à la sortie, le classement est entièrement au mérite. Donc, non à la discrimination positive, qui est quelque part humiliante pour celui qui en bénéficie. Il ne saura jamais s'il a été choisi parce qu'il est bon ou pour une autre raison. Mais oui à l'action positive, c'est-à-dire ce qui transforme la théorie de l'égalité en une réalité de l'égalité. Première remarque, la HALDE se consacre exclusivement à la lutte contre les discriminations. C'est une autorité indépendante. Elle ne peut tout faire toute seule. Elle ne peut être isolée. Et donc, je souhaite que, au-delà de la HALDE, demain, comme aujourd'hui, l'ensemble de l'appareil d'État, de l'appareil politique, mais aussi des entreprises, mènent de façon déterminée le combat contre les discriminations et pour l'égalité. Je crois que c'est essentiel. Si la lutte contre la discrimination n'est pas une priorité collective,
elle ne réussira pas. Le second point, c'est que je pense qu'il est essentiel que l'on maintienne le lien entre le traitement des réclamations et des recommandations. On ne peut pas se borner à traiter des réclamations individuelles, mais il est essentiel, et c'est ça qui fait la force de la HALT, que les recommandations générales soient fondées sur le concret et la réalité. La lutte contre les discriminations, la lutte pour l'égalité, ce n'est pas un domaine de grandes phrases, c'est un domaine d'action. Et la plus sûre façon d'agir efficacement, c'est de fonder l'action sur des histoires concrètes, sur du vécu concret des problèmes et sur la solution concrète de problèmes concrets. Mon troisième vœu, c'est que les moyens de la HALT ont cru modestement que les moyens de la HALT continuent de croître au service d'une détermination qui soit inflexible.